bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode La vie, la mer, et toujours en compagnie de John. Voilà, John et pas Patrice, mais on change de temps en temps et on a vraiment le plaisir aujourd'hui avec Jean-Charles Osuchi, le président de l'ANEL, de recevoir monsieur le président de la région Bretagne, Loïc Chéné-Girard. Loïc, vous êtes social-démocrate assumé, vous défendez une ligne claire, plus de pouvoir local pour répondre concrètement aux défis du pays, président de la région Bretagne, je viens de le dire. Vous faites de la décentralisation un levier d'efficacité démocratique parce que vous êtes convaincu que les territoires savent agir quand on leur donne les moyens. À la tête d'une région maritime par excellence, vous placez la mer au cœur de son engagement politique, une mer stratégique, à la fois nourricière et énergétique. Vous défendez la pêche et les filières maritimes comme pilier de la souveraineté alimentaire, garante d'emploi, de savoir-faire et d'une alimentation de qualité. Et puis, vous portez avec détermination le développement des énergies marines renouvelables que vous considérez comme un atout majeur pour la souveraineté énergétique, la transition écologique et l'avenir industriel de sa région et de notre pays dans toutes ses dimensions. Pour vous, Loïc Chéné-Girard, l'économie maritime n'est pas un secteur parmi d'autres, c'est un choix politique, un cap de long terme au service de l'intérêt général de la Bretagne et de la France. Je suis vraiment ravie d'avoir cet échange de 26 minutes aujourd'hui avec Jean-Charles. Et avant de commencer nos questions un peu plus techniques, j'aimerais que vous nous fassiez une confidence. Et j'aimerais que vous me disiez quel est votre rapport personnel à la mer et votre souvenir avec cet élément que nous aimons tant. La mer, pour moi, à titre personnel, c'est des moments intimes avec ma famille. C'est des moments de joie, de plaisir, d'émotion. J'ai eu la chance de naître en Côte d'Armor. J'ai grandi mes premières années à Trébordin et la mer était là et présente dans ma vie quotidienne. C'est une chance, on ne l'oublie pas. Et aujourd'hui, dans la vie qui est la mienne, je suis partout en Bretagne, je suis partout en France, en Europe. Et dès que je le peux, je reviens aux origines et donc face à l'océan. À cette mer salée, à cette mer qui effectivement nous fait tant rêver aussi. Et pour effectivement commencer, je voudrais passer la parole à John pour que John puisse ouvrir un peu le champ de la vision maritime. Donc John, je te cède la parole. Merci chère Nathalie. Alors effectivement, une question aussi simple que complexe. Alors la mer, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? La mer, c'est une liberté. C'est ce qui façonne d'abord notre territoire en tant que Breton, en tant que pays. La mer, finalement, elle génère la ligne de côte qui donne le visage à la France. C'est aussi une liberté parce que ça nous permet de commercer, d'échanger, de produire des énergies, de produire de l'alimentation. Et c'est enfin une source inépuisable d'émotions, une source inépuisable qui permet de se ressourcer, de rêver, de regarder encore une fois la diversité des paysages que cela peut offrir en Bretagne, comme en Corse, comme ailleurs dans l'ensemble de nos territoires. Donc c'est important, je crois, pour notre pays d'avoir conscience de sa chance d'avoir une façade maritime aussi importante. Et pour un Breton, d'avoir conscience que, encore une fois, nous sommes Bretons où que l'on soit en Bretagne, voire même quelquefois à Paris, mais sans ces côtes, nous n'avons pas cette puissance, nous n'avons pas cette force, nous n'avons pas ce caractère. La Bretagne, elle est façonnée par l'océan, et je pense que le caractère des Bretons est aussi marqué par l'eau salée et par, encore une fois, cette énergie inépuisable de la mer qui vient battre nos côtes. Monsieur le Président, alors je dis souvent la France est un archipel sur ses 11 millions de kilomètres carrés, vous m'entendez souvent le dire. Moi, je voudrais revenir sur votre région. Vous êtes à la tête d'une région qui a quand même 2700 kilomètres de côtes. C'est beaucoup, c'est énorme. 10 îles. Donc habité par des dizaines de ports. La Bretagne, c'est l'ADN maritime de la France ? L'ADN de la France, à mon sens, doit intégrer effectivement la mer, donc la Bretagne. Et la Bretagne veut et incarne cet ADN de par sa manière de vivre et de travailler avec l'océan. Et nous avons des périodes dans l'histoire de notre pays où la France n'a pas regardé la mer comme une chance. C'est une erreur magistrale. Nous avons face à nous un réservoir de dynamisme économique au service des territoires, et notamment des territoires les plus périphériques, qu'on soit d'ailleurs en métropole, en Corse ou dans les territoires ultramarins. Et si on regarde l'océan comme un atout extraordinaire, que beaucoup nous envient, alors on peut en tirer le meilleur
en tirer le meilleur en respectant encore une fois l'océan, en respectant les équilibres biologiques, les équilibres indispensables pour pouvoir continuer à vivre longtemps sur une planète habitable. Et c'est un gisement, encore une fois, d'espoir aussi pour les générations d'aujourd'hui, au regard de tout ce qui nous reste à apprendre et à réaliser dans les années qui viennent. Une sous-question sur ce point-là. On sait qu'une grande partie de la population française ne sait pas nager, Oui. Jusqu'à peu près, on dit 40-50% sur l'ensemble des 11 millions de kilomètres carrés. Je sais qu'en Bretagne, vous avez mené des actions très particulières sur fonds propres pour attirer ces jeunes, les jeunes, vers le milieu maritime. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire ou nous donner les décisions que la Bretagne a portées pendant des années et que vous continuez à porter? Comme je l'ai dit tout à l'heure, être breton, c'est pas automatique. Ça s'apprend. Ça s'apprend en regardant la mer, ça s'apprend en se confrontant aux autres, avec nos cultures, nos langues, notre identité. Et donc la première décision que j'ai prise lorsque j'ai été élu président, c'est de faire en sorte que tout breton, tout petit breton, voit la mer. Ça peut paraître anecdotique, mais on peut vivre à Fougères, à Rennes ou à Carhaix et ne pas voir la mer. Ou voir la mer à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Et on ne grandit pas pareil, on ne se construit pas en tant que citoyen de la même manière que quand on a vu l'océan. Donc cet acte de dire, faisons en sorte que tous les enfants, idéalement avant le lycée, idéalement à l'école primaire, puissent voir la mer, est quelque chose d'important. Ensuite, la deuxième décision qu'on a prise, pour réaliser cet objectif, c'est de retravailler le sujet des classes de mer. Les classes de mer, c'est quelque chose qui mérite d'être retravaillé. D'abord parce que c'est de l'éducation populaire, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas dans sa vie. Quand on a passé quelques jours en classe de mer, toute sa vie, on s'en souvient. Et il faut faciliter la vie des profs, faciliter la vie des écoles pour permettre l'organisation de ces classes de mer. Donc travailler sur les lieux d'accueil, les lieux de couchage. Et vous savez comme moi que la mer attire beaucoup, donc on a des sujets pour garder des lieux populaires. Accueillir une classe de mer à pas cher, c'est pas la même économie que de réaliser un resort pour des personnes qui veulent venir profiter de vacances au bord de l'eau. Ça, c'est un vrai combat que l'on mène. Ça rencontre un très grand succès, ce qui montre encore une fois que ce sujet avec les mer n'est pas ringard et dépassé. C'est juste qu'il y a des blocages qu'il faut lever. Et puis le dernier mot, parce que j'ai été maire, c'est que quand même, il y a un vrai sujet sur les piscines. Les piscines, c'est pas juste un lieu pour se prélasser. C'est un lieu d'apprentissage. Et c'est une faute de ne pas avoir, encore une fois, un équipement de nos territoires mieux assumé. Il y a un vrai sujet de financement, il y a un vrai sujet d'équilibre, et pourtant c'est indispensable, y compris pour sauver des vies, parce que vous l'avez dit, quand on ne sait pas nager, ça peut générer de la peur, mais ça peut aussi générer des accidents. Oui, alors on parle aussi de souveraineté, on va continuer dans nos sujets, et je voudrais effectivement peut-être que Jean-Charles, tu puisses échanger avec nous ou poser quelques questions sur la souveraineté alimentaire et donc sur le poisson peut-être. Même si justement c'est pas mon sujet de prédilection, moi je suis président depuis pas longtemps de l'ANEL et j'ai encore besoin d'apprendre et d'écouter des grands élus, bien sûr, des grands élus locaux qui sont des élus littoraux, en me questionnant. On a aujourd'hui, on importe 70 à 80% du poisson qu'on consomme. On a des territoires, on l'évoquera même un peu plus tard encore, qui sont pionniers en matière d'éolien en mer, mais en réalité, c'est pas nous qui les construisons, ces éoliennes. C'est quoi l'avis du président de la région Bretagne pour expliquer cette carence et peut-être, comme on vient de le dire, cette absence de souveraineté dans des sujets stratégiques? C'est d'abord de se dire qu'on fait des erreurs de long terme et qu'il est encore temps de les reprendre, de les rattraper. J'arrive de Bruxelles, où j'ai réexprimé l'indispensable décision que doit prendre la Commission européenne, le Parlement, les États membres, pour nous donner la possibilité de construire des bateaux neufs. La Bretagne, c'est 1200 bateaux de pêche. 1200 bateaux de pêche, 98% des bateaux font moins de 20 mètres. 50% de la pêche fraîche française vient de la Bretagne. Et si on veut garder cette pêche fraîche française, il faut nous permettre de construire des bateaux neufs. Parce que nos bateaux, en moyenne, ont plus de 30 ans. Et je ne vois pas comment on peut dire à nos enfants de s'embarquer dans des lycées maritimes, la région Bretagne en a 4, qui forment des marins pour les envoyer sur des rafios qui font peur. Sur des rafios qui représentent l'économie d'avant. Sur des rafios qui ne donnent pas un sentiment de sécurité et d'image qui est conforme à ce que l'on souhaite. Et donc, il faut déjà reposer ce sujet comme étant un sujet d'avenir. Protéger la biodiversité en supprimant la pêche est une folie. C'est une folie parce que les hommes et les femmes en France comme ailleurs en Europe consomment des produits de la mer. Et ils vont consommer quoi ? Du saumon,
élevés avec du poisson fourrage, pêchés par des bateaux de plus de 100 mètres qui sont bien loin de nos côtes et bien loin des immatriculations et donc des droits sociaux de nos marins européens et français, et manger de la crevette qui vient d'Asie dans des élevages tout aussi problématiques en termes environnementaux et sociaux. Donc il faut remettre ce sujet à l'endroit, assumer de pêcher en respectant la biodiversité et l'avenir des pêcheurs de demain, parce que la biodiversité, on la respecte parce qu'on veut protéger notre planète, mais aussi parce qu'on veut protéger cette économie qui doit être durable. Et puis, éduquer nos enfants à manger du poisson de nos côtes. Faire en sorte, en tant que président de région, je gère les lycées, donc les cantines de lycée, il n'y a plus de saumon et de crevettes dans les lycées. On doit travailler les poissons de nos côtes et apprendre aux enfants les goûts des poissons qui viennent chez nous et qui vivent chez nous. Et ainsi, quand on a été habitué enfant à manger des poissons de nos côtes, des produits de la mer de nos côtes, arrivé adulte, on peut continuer à vivre dans cette diversité de produits qui fait quand même plaisir. Et quand je dis de nos côtes, ça veut bien dire que en Bretagne, on ne pêche pas la même chose qu'en Corse et on ne pêche pas la même chose que sur la façade atlantique au sud. Il faut s'adapter à ces territoires et ça donne des identités, ça donne de la culture et ça donne de la fierté aussi à nos chefs. Ça, c'est pour la pêche, et après on parlera des énergies marines renouvelables, c'est tout aussi important. Est-ce que pour rester sur la pêche, notamment, est-ce qu'on arrive ou est-ce qu'il est possible de travailler sur les appels d'offres pour, d'une manière au niveau national et d'une manière locale, pour effectivement s'assurer qu'il y a un minimum de quotas français qui rentrent effectivement dans nos assiettes, en fait. Est-ce que demain, c'est un sujet qu'on a évoqué d'ailleurs il y a moins de 2 semaines avec le GICAN, lors des rencontres des industriels navals, où on se pose la question quand même, on se dit même, peut-être même pour aller plus loin en décision, peut-être CIMER, s'il y avait un CIMER 2026, un comité interministériel de la mer, de se dire, bon, maintenant, on pourrait peut-être regarder la préférence nationale avec un quota en fonction, évidemment, des sujets. C'est peut-être pas la même chose sur la construction navale, que sur la pêche, mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à intégrer ces marqueurs, finalement, dans les appels d'offres ? Manifester pour dire qu'on ne veut pas du Mercosur, mettre son écharpe et dire qu'on n'est pas content que l'Europe signe cet accord et ne pas traiter les achats de nos cantines à la hauteur des ambitions politiques que l'on exprime est une faute. Et il n'y a pas besoin d'attendre une nouvelle loi. On peut le faire dès maintenant. Quand on est maire, on le fait facilement parce que le cuisinier, la cuisinière, il dépend du maire directement et le maire donne des instructions et il assume. Quand on est président de région, c'est un poil plus compliqué parce que le gestionnaire de l'établissement, lycée, il est éducnat. Et donc, il faut déjà trouver les voies et moyens de se mettre d'accord. Il faut aussi former les cuisiniers. Parce qu'un cuisinier formé dans les années 80, 90, début 2000, a été formé à une cuisine qui répondait aux standards de l'époque, notamment en termes de coût pour la collectivité et de praticité. Et donc, quand on leur présente des poissons différents, les cuissons ne sont pas les mêmes, le goût de l'enfant doit être adapté. Et donc, c'est des sujets de formation. Et on en a mis en place. Et les cuisiniers sont très fiers de travailler d'autres poissons que ceux qu'ils avaient précédemment. Et puis le troisième pilier, c'est de faire en sorte, effectivement, dans les cahiers des charges, de mettre des règles et de les assumer. Et je vais vous dire, ça ne coûte pas si cher que ça. Le prix de ce que l'on met dans l'assiette, excusez-moi du terme, c'est 2,70 €, 2,80 €, 3 €. Ça nous a coûté à peu près 10% de plus en moyenne de passer sur des produits français et des produits bretons que d'acheter offshore, comme on dit, des produits lointains pour gagner 20 ou 30 centimes. Ça donne de la fierté à tout le monde, depuis le marin pêcheur jusqu'au cuisinier, sans parler des élèves et des parents. Et n'oublions pas la santé. Parce que derrière, quand on travaille la qualité de ce que l'on met dans l'assiette des enfants, à long terme, on travaille sur la santé publique. C'est des gisements d'économie considérables pour notre société. C'est passionnant, on pourrait effectivement développer encore cette question un petit peu plus loin, mais je vois que le temps passe et on a beaucoup de sujets. J'aimerais, John, que tu puisses peut-être intervenir sur un autre thème qui sont les territoires bretons et la mer, s'il te plaît. Alors, tout à fait. Alors, je me permets juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, est-ce que pour les gens qui nous regardent et qui seraient moins sensibilisés, est-ce qu'il y a des labels, des poissons en particulier qu'il faut privilégier, qui seraient de la Bretagne, qu'on se dit comme ça, je dis une bêtise, moi je ne connais pas grand-chose, mais le merlan ou le lieu qui pourrait, ou peut-être plutôt aller en poissonnerie aussi pour privilégier la pêche locale. Oui, on peut aller effectivement en poissonnerie, on peut aller aussi sur l'étal de son supermarché et voir encore les produits qui sont proposés, y compris d'ailleurs maintenant dans des barquettes, parce que avec un label, j'y viens, mais barquettes parce que quand on achète en drive, on veut pas du sac qui coule, etc. Donc les gens veulent des produits déjà un peu préparés. Et
on peut se dire c'est dommage, on peut se dire ma maman ou mon grand-père a acheté des poissons entiers. Aujourd'hui, les gens veulent des poissons préparés et ça fait de l'emploi sur nos ports et on est très fiers de les préparer. Et sur le label, en Bretagne, nous avons créé Braise-Mer. C'est un label qui a été créé par les pêcheurs, qui a été créé par les marailleurs, faire en sorte qu'avec ce label, on puisse dire aux Bretons, si vous achetez du poisson Braise-Mer ou des produits de la mer Braise-Mer, vous êtes sûr que ce merlu, il vient d'un poisson pêché par un pêcheur breton. Voilà, parce que un poisson qui passe sous la criée n'est pas forcément breton. Vous pouvez avoir, à Lorient par exemple, de la lotte qui vient d'importation, parce qu'on n'a pas assez de lotte dans nos propres filets. La lotte, une fois qu'elle est morte, tu ne peux pas savoir si elle est de chez nous ou d'ailleurs. Bon, avec le label Braise-Mer, tu sais que cette lotte, elle a été pêchée par un pêcheur de chez nous. Et quand ce n'est pas la saison, quand il n'y en a pas, tu passes à un autre produit, comme les fruits de saison. Il y a des poissons de saison, il y a des moments. En ce moment, si vous voulez, nous avons énormément de poulpe. C'est une folie. On l'exporte d'ailleurs beaucoup en Espagne et en Italie et au Portugal. Il faut apprendre à manger du poulpe parce qu'on en a pendant quelques années. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus de poulpe et il y aura encore autre chose. Le label Braise-Mer permet cela et on en est fiers. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, Nathalie, alors pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, la région Bretagne, aujourd'hui, c'est le premier armateur public après l'État. 15 navires pour desservir Ouessant, Belle-Île, Groix, Saint. Vous venez de lancer la construction de nouveaux navires qui sont décarbonés. Alors, d'ailleurs, une petite question de la question, qu'est-ce qu'un navire décarboné pour les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas cette information, et comment garantir cette continuité territoriale tout en verdissant cette flotte? Je parle à côté d'un Corse, alors la continuité territoriale, c'est un sujet quand même qui est sérieux, qui est très sérieux. Nous avons en Bretagne 10 îles habitées. C'est très important de se dire qu'on veut que nos citoyens qui choisissent de vivre sur les îles, qui vivent sur les îles, puissent avoir une vie qui soit conforme à ce que nous avons exprimé, c'est-à-dire une solidarité de la République, une solidarité de cette société pour faire en sorte qu'ils aient une qualité de vie à la hauteur, encore une fois, de l'ambition que l'on a. Ça veut dire des bateaux. Ça veut dire aussi des efforts d'aménagement sur les îles et des accompagnements dont on parlera peut-être, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. La Bretagne a donc effectivement des bateaux, on en est propriétaire, une quinzaine de bateaux, qui sont très différents. Parce que quand vous allez à l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan, ce n'est pas pareil que d'aller à Ouessant, dans une mer qui est quand même une mer impressionnante, potentiellement dangereuse. Et donc nous avons des bateaux avec des marins qui sont opérés par les compagnies que nous choisissons, mais les bateaux appartiennent à la région Bretagne. Et on est en train de renouveler les bateaux. Et à la louche, on doit en construire un tous les 2 ans, puisque 15 bateaux qui vivent en moyenne 30 ans, on voit bien qu'il va falloir les renouveler très régulièrement. Les 2 bateaux qu'on est en train de réaliser, c'est pour Ouessant, Molène et Saint. Les îles tout au bout, que dans les cartes météo, quelquefois, on oublie de dessiner. Et pourtant, elles sont là. Et il y a des habitants qui vivent là et qui sont fiers, et ils ont raison d'être fiers. Ils incarnent la Bretagne, et quand on parle de Saint, ils incarnent même le pays tout entier. Et nous avons la volonté de les décarboner parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas montrer l'exemple. On ne peut pas dire à nos pêcheurs, à nos agriculteurs, à nos chefs d'entreprise, assumer de décarboner, de sortir du fossile et ne pas le faire nous-mêmes. Donc qu'est-ce que décarboner ? C'est d'enlever le fossile. Fossile, c'est ce carbone issu des temps très anciens qui est dans le sol, issu de matières organiques, qu'on brûle, c'est formidable, ça fait du pétrole, du gaz. Et quand je dis que c'est formidable parce que ça donne de l'énergie pas chère. C'est en train de nous tuer, c'est en train de nous empoisonner. Et l'Europe, en plus, n'a pas de pétrole et n'a pas de gaz. Donc il faut en sortir. La France en apporte 62 milliards d'euros de produits pétroliers par an. 62 milliards d'euros. Si on est capable de produire des énergies nous-mêmes, du solaire, de l'éolien, souveraineté, mais aussi économie circulaire. Ça donne de l'économie chez nous, plutôt que d'envoyer de l'argent qui aux États-Unis, qui en Russie par des circuits un peu détournés, ou dans nos Émirats, les Émirats qui nous fournissent. Donc on veut décarboner, ça veut dire des bateaux qui seront au gaz le plus possible vert, c'est-à-dire des gaz renouvelables, encore par moment du fossile quand on n'en a pas, et à long terme, j'espère, de l'hydrogène. Donc des bateaux qui seront refitables. Et les ingénieurs qui travaillent sur la construction de ces navires préparent les bateaux de demain qui pourront évoluer quand les technos auront maturé, mais aussi quand les textes auront maturé, parce qu'il faut faire en sorte qu'on puisse emporter des citoyens en sécurité sur des bateaux à l'hydrogène dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, incroyable. Alors, on continue ce voyage en Bretagne et la région Bretagne a participé au lancement d'un collectif portuaire breton, un GE avec Bretagne Port Stratégique Alliance, qui regroupe 21 ports, des ports de pêche, commerce, plaisance. Quelle est l'idée derrière ? C'est coopérer plutôt que concurrencer ? C'est exactement ça. La Bretagne
a un océan face à elle, et la Bretagne, elle a plein de quais. La Bretagne, c'est un port avec plein de quais. Il est insupportable de voir en Bretagne nos querelles naître parce qu'on est à Lorient et qu'on veut récupérer du business qui est à Concarneau, ou qu'on est à Roscoff et qu'on se dit que Brest est l'ennemi d'à côté. Non, la Bretagne, c'est un port, plusieurs quais, vous l'avez dit, plus de 20 ports dont la région est propriétaire, et nous essayons de mettre en œuvre une politique publique qui permet de créer des dynamiques, des synergies pour organiser les ports comme étant une entité globale qui aménage le territoire, sans spécialisation absolue. Parce qu'on ne va pas dire la pêche c'est tel port, les énergies marines renouvelables c'est un autre et la course au large c'est un troisième. Chaque port a ses spécificités. Les maires des villes qui accueillent les ports de la région sont membres de ces lieux de discussion et de réflexion pour penser l'avenir de ces ports, pour adresser finalement quoi ? Le monde. Nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte sur les énergies marines renouvelables qu'on travaille avec toute l'Europe du Nord. Sur le sujet du commerce, c'est bien entendu d'être relié au Havre, mais pourquoi pas au port de Gdansk ou de relier les ports de Méditerranée. Sur la course au large, c'est de faire en sorte que nous restions les ports des records et regarder les équipes qui viennent d'arriver avec les Transat Jacques Vabre, hommes et femmes, à Brest il y a quelques jours, qui nous ont fait rêver. C'est tout cela que l'on veut faire, encore une fois en créant des synergies. Et la vision que je propose à la Bretagne, c'est encore une fois de transformer cette Bretagne comme étant le lieu des ports qui offrent des capacités à l'ensemble de celles et ceux qui ont besoin d'un lieu d'accostage. Le port, c'est l'interface entre la terre et la mer, et c'est encore une fois un enjeu indispensable au pays et indispensable à l'Union européenne. C'est vrai, j'aurais pu commencer aussi dans mon propos. Alors, il n'est pas dans GE, mais on n'a pas parlé de la Marine nationale. Mais en Bretagne, on a finalement tous les typologies de ports qui puissent exister, des chantiers navals jusqu'à, évidemment, l'opérationnel pour la Marine nationale. On a parlé de la plaisance, de la course au large, de la pêche, du commerce, de la partie énergie marine renouvelable également. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Notamment, j'ai une question subsidiaire sur le foncier, mais en attendant, je voudrais qu'on reste sur notre ligne de quotas et de poissons, parce que finalement, je suis sûre que Jean-Charles, tu as peut-être encore des petites questions sur ce thème-là. Ah oui, surtout que là-dessus, il est clair que même si on revendique dans le Cap Corse ou à Bonifacio, dans quelques endroits comme ça, d'avoir des marins, on est sans commune comparaison avec les Bretons qui sont vraiment un grand peuple de marins et un grand peuple de pêcheurs aussi. Et d'ailleurs, la force d'être un grand peuple de pêcheurs, ça peut aussi devenir une faiblesse quand l'Union européenne décide d'avoir des politiques de quotas drastiques. Comment on réagit ? On revient de Bruxelles, donc j'imagine que ça aussi, ça a dû faire partie des discussions. Donc, on a déjà eu pas mal d'éléments de réponse tout à l'heure dans les politiques à mener, dans la diversification, etc. Mais est-ce qu'on arrive à se faire entendre ? Est-ce qu'il y a un espoir de ne pas trop souffrir lorsque ces politiques de quotas sont trop drastiques ? Il y a deux choses qu'il faut absolument avoir en tête. La première des choses, c'est qu'on doit croire en la science. Et on doit faire en sorte de travailler avec les scientifiques pour mesurer les populations d'espèces qui sont là, présentes, disponibles, qui évoluent avec le climat, qui évoluent avec les pêches réalisées, par nous ou par, encore une fois, des bateaux offshore qui viennent de très loin et qui pêchent sans commune mesure avec ce que nous pêchons nous-mêmes, et d'être en capacité de toujours travailler avec les scientifiques pour améliorer la sélectivité des pêches. Si déjà on a souci avec chez moi, on a un souci avec les Sardes, les Italiens. Est-ce qu'il y a un souci avec les Anglais ? Est-ce qu'il y a des batailles ? Nous avons des sujets avec les Anglais depuis toujours. Et accentué avec le Brexit. Parce que finalement, avec le Brexit, on leur a donné plus de pouvoir. Parce que les pêcheurs bretons pêchaient dans leurs eaux de l'Union européenne jusqu'au Brexit, parce que nos amis du Royaume-Uni ne mangent pas les mêmes produits que nous. Donc ils se désintéressaient de ces produits-là et ils ont fermé les frontières et ils ont dit dehors les Bretons. Et on a fait un plan de casse. L'État a décidé un plan de casse et quand on casse des bateaux, on donne des coups de poignard à la Bretagne. Et forcément, tout cela est douloureux. Et c'est d'ailleurs douloureux, y compris pour les pêcheurs anglais au passage, à qui on avait promis une liberté absolue. Vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être formidable. On va retrouver la souveraineté de nos eaux. Ils ont retrouvé surtout la capacité de pêcher des produits qu'ils ne mangent pas et une Union européenne qui est une frontière ferme et avec des difficultés de commerce. Sur les sujets de quotas, je redis, la science est un sujet que l'on doit regarder avec beaucoup, encore une fois, de respect dans un moment où les post-vérités sont en train de s'imposer partout. Et nous y avons intérêt parce que les ennemis de la pêche peuvent par moments utiliser aussi des post-vérités pour imposer dans la tête des gens que, en gros, la biodiversité sera sauvée le jour où on arrêtera de pêcher. Ce serait une folie, y compris pour notre souveraineté alimentaire, mais ne serait-ce que pour notre manière de vivre, nous Bretons, comme vous Corses, et finalement comme beaucoup de peuples européens.
Donc ce sujet de la science, je le repose au milieu du débat. Et ensuite, il y a les quotas, mais aussi toutes les pêches hors quotas. On oublie qu'il y a beaucoup de produits de la mer qui sont hors quota. La coquille Saint-Jacques, elle est hors quota. L'oursin, en ce moment, on a d'oursin, c'est hors quota. Il faut que les pêcheurs eux-mêmes organisent les mesures qu'ils mettent en œuvre en termes de taille, en termes de sélectivité, en termes de quantité, pour assurer que nos successeurs pourront toujours pêcher. Et si on pose ça, déjà, on a gagné. Et après, il faut se coaliser pour négocier à Bruxelles et faire en sorte que les ministres, quand ils vont négocier, discutent bien avec les territoires avant d'y aller. Faire en sorte que, quand un ministre va à Bruxelles, il ait entendu les régions de France, qui ont la responsabilité, encore une fois, de l'économie et donc de la pêche. Et nous nous engageons, les régions de France, quel que soit notre bord politique, à bien nous coordonner pour avoir une vision claire de ce que nous demandons à l'Europe. Si le ministre y va sans discuter avec nous, qui nous dit « je me suis battu comme un lion, comme une lionne et j'ai obtenu des trucs », nous, on n'est pas au courant de ce qu'il a obtenu, on n'est pas au courant de ce qu'il a demandé, ça crée des cacophonies et sur les quais, ça donne de la colère. Parce qu'on peut perdre des arbitrages, mais il faut se battre en étant conscient de ce que l'on demande. Puis après, il y a les coalitions entre régions européennes, l'arc atlantique, la Méditerranée, les pays du Nord. Et on est capable ensemble de se tirer la bourre. Avec les Portugais, c'est quand même pas simple par moment. Et dans le golfe de Gascogne, par moment, ça castagne. Il n'y a pas que avec nos amis anglais. Mais aussi d'être capable de se coordonner pour obtenir que l'Union européenne révise la PCP, la politique commune des pêches, pour que cette politique commune des pêches permette de faire perdurer la pêche dans les décennies qui viennent. Je le redis, si on ne construit pas des nouveaux bateaux, ce qui n'est pas possible au regard de la politique commune des pêches d'aujourd'hui, on crèvera dans nos ports et on regrettera dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans de décisions qui n'auront pas été prises aujourd'hui. Nous sommes au bord d'une faute face à l'océan et face, encore une fois, à notre identité de marin. Non, très clair, et c'est vrai que le marin pêcheur, il fait partie aussi du patrimoine de toutes ces villes, que ce soit la Bretagne ou ailleurs, et nombre de touristes viennent aussi découvrir les métiers ou les bateaux, oui, ou les scènes qui sont... Mais vu de Bruxelles, quelquefois, ce marin qui est un patrimoine, on voudrait le transformer en art et métier du passé. On n'est pas sur le tailleur de pierre ou le gars qui fait de l'enluminure. On est sur des hommes et des femmes qui partent en mer pour chasser des poissons et pêcher et faire en sorte qu'on puisse les manger. Et donc faisons gaffe, parce que certains pourraient se contenter de dire on va financer des pêcheurs pour animer les ports, intermittents du spectacle, et ça suffira à notre bonheur. C'est une activité qui doit drainer derrière toute une économie avec de la transformation loin dans les terres. On a beaucoup de sujets comme ça, dans l'économie maritime et pas que d'ailleurs, où il faut faire attention à pas finalement devenir une forme de parc d'attraction. On est bien d'accord. Et la Bretagne refusera ça de toute sa force. Absolument. Et d'ailleurs, vous modernisez les criers de Brest, de Roscoff et de Lorient. Et évidemment, derrière ça, vous êtes en train, j'imagine, de concilier l'attractivité des portuaires, la durabilité de la ressource, c'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous pouvez quand même nous développer un peu ces travaux de modernisation, qu'on puisse, quand on se déplacera sur ces villes-là, regarder comment c'est en vrai, si j'ose dire. Encore une fois, une criée, c'est une interface où le pêcheur amène les produits de sa pêche et les acheteurs choisissent d'acheter à un prix donné, avec ces enchères que tout le monde a vues déjà au moins dans les reportages. Si on n'a pas ces outils, le pêcheur il se trouve livré à lui-même, il se trouve en incapacité d'écouler sa marchandise. Et par essence, sa pêche du lundi n'est pas la même que la pêche du mercredi ou du dimanche. Et donc il faut massifier dans les criers pour que nos clients puissent être sûrs d'avoir les produits qu'ils souhaitent. La Bretagne, elle a fait un premier choix que j'ai proposé au début de ce mandat, avec cette notion d'import plusieurs quais, c'est d'unifier les criers. Faire en sorte qu'à terme, les pêcheurs qui débarquent à Erquy, à Saint-Quay, à Roscoff, au Conquet, à Brest, ils aient finalement le même service, la même offre, et qu'on ne se pose pas la question de t'es gentil parce que tu vas en Côte d'Armor, t'es méchant parce que tu vas en Finistère, ou tu dois venir dans ma criée parce que sinon elle va mourir. Si on unifie les outils, on va simplifier la vie des pêcheurs et on va moderniser encore une fois l'action de ces outils de travail que sont les criers. Ensuite, dans les criers, il y a un deuxième grand combat, c'est l'énergie. Ce qui consomme beaucoup d'argent dans les criers, c'est l'énergie, parce que par essence, le poisson, pour rester frais, il faut le maintenir à une température basse. Et donc les glacières, la production de glace doit être décarbonée, comme le sujet des bateaux. Et donc il faut travailler pour faire en sorte qu'on puisse produire de la glace avec de l'énergie décarbonée, pour faire des économies et pour être responsable. Moi, je rêve à terme du poisson zéro carbone. Le poisson zéro carbone, on pourra dire ainsi qu'on a une vraie différence avec le poisson qui vient
d'ailleurs hors Europe, voire hors hémisphère nord, pour faire en sorte qu'on puisse dire aux consommateurs, quand tu manges ce produit, il a été pêché dans des conditions remarquables, y compris dans son traitement à quai et dans la criée. Et après dans le camion qui l'emmène à Rungis ou dans le supermarché. C'est un beau challenge. Alors c'est sûr que quand je discute avec les pêcheurs aujourd'hui, ils me disent oui, mais moi la question c'est comment je passe l'hiver. Et donc par moment, le discours que je produis, il peut générer un agacement sur le thème, il est bien gentil avec son sujet de décarbonation, mais moi c'est comment je passe l'hiver là. Donc il faut donner du pouvoir aux élus qui discutent avec les pêcheurs pour qu'on leur donne des perspectives. Et là aussi, on revient à la négociation budgétaire pour la politique européenne post-2027, c'est demain matin, où je rappelle, dans la maquette financière, je vais essayer d'être le moins technique possible, la maquette financière que la Commission européenne a présentée, on passe de 6 milliards d'euros pour la pêche à 2 milliards. C'est une catastrophe. Je ne vois pas comment je dis à des enfants d'aller dans des lycées maritimes si on abandonne la mer. Voilà. Alors, bien entendu qu'on a besoin d'argent pour la défense. Bien entendu qu'on a besoin d'argent pour le numérique, pour la santé, pour être capable d'aller demain dans l'espace sans dépendre des États-Unis d'Amérique. Je le veux de toutes mes forces, mais pas en sacrifiant la pêche. Les 4 milliards qui nous manquent à l'échelle du budget, c'est ridicule. Et on est en train de nous sacrifier. Donc là, on se bat, tous, celles et ceux qui aiment l'océan et le métier de marin-pêcheur, pour dire que nous voulons que l'État, que la France se batte plus fortement encore pour obtenir ces 6 milliards. Je pense que le message est bien entendu et la communauté du maritime est très à l'écoute et est en soutien. Vous le savez, Monsieur le Président. Et je pense que cette émission aussi doit permettre aussi d'alerter les Français qui nous regardent. Ça me semble effectivement un combat légitime. Alors, on vient de parler des jeunes et dans cette émission, cher Président, il y a un temps avec des jeunes, donc on va accueillir... oui, oui, si vous voulez. Mais alors, ils sont très très jeunes. Alors, ça c'était avant. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Valentina et Juliette qui vont vous poser quelques questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les femmes restent très minoritaires dans la marine marchande, la pêche ou les métiers portuaires. Quel levier activer pour féminiser réellement ces secteurs ? Il y a plusieurs leviers à activer. Le premier des leviers, c'est de montrer des femmes qui se sont embarquées dans ces aventures et qui ont un très beau parcours. Et le montrer tôt. Faire en sorte que des jeunes filles en maternelle, en primaire, puissent voir des marins-pêcheurs, voir des femmes embarquées sur la Brittany Ferries, voir des femmes embarquées sur des bateaux militaires, voir des femmes faire le tour du monde dans des bateaux extraordinaires et revenir à Brest il y a quelques jours encore, et donner l'exemple. Ça, c'est la première des choses et il faut le travailler fortement. Ensuite, c'est de faire en sorte que dans nos lycées, on accueille les jeunes filles, qu'elles soient bien intégrées, qu'on prévoit les équipements permettant de féminiser nos lycées et ensuite de sensibiliser l'ensemble des acteurs dans tous les métiers de la mer. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Je me souviens, vous étiez certainement mineur, du débat sur les sous-marins. Pourquoi la marine française refusait les femmes sur les sous-marins. Le ministre de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait pris un engagement, c'est de faire en sorte que les femmes puissent être embarquées sur les sous-marins comme les hommes. Ça a demandé quelques ajustements, quelques aménagements, et c'est faisable, et cela fonctionne. C'est une aventure que nous devons assumer collectivement, et la Bretagne ne sera pas sereine tant qu'elle n'aura pas réussi ce pari-là. Merci beaucoup. Alors moi, ma question est un peu plus générale. Pour les jeunes, selon vous, quels seraient les leviers à activer pour renforcer vraiment l'attractivité des métiers maritimes ? Les leviers à activer, c'est de donner de la visibilité. Faire en sorte que lorsque des jeunes s'embarquent et embrassent des carrières qui touchent à l'océan, on puisse leur donner un cap, leur dire que la pêche sera encore présente dans 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, qui peut le dire ? Au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Faire en sorte que nous puissions poser des lois très fermes, comme celle que Didier Legac a posée, pour lutter contre le dumping social, et de faire en sorte que les marins qui font le transmanche, par exemple, soient assurés d'avoir des droits et de pouvoir vivre dignement de leur travail. Nous avons la chance d'avoir Brittany Ferries en Bretagne, qui a été fer de lance sur ce sujet. D'autres acteurs, y compris qui accostent dans les ports bretons, peuvent profiter de pavillons hors Union européenne et jouer avec les droits et rendre les marins dans des situations inacceptables.
au regard, encore une fois, de ce que nous voulons pour la protection sociale des hommes et des femmes qui travaillent en France et en Union européenne. Nous devons faire en sorte aussi que nous soyons en capacité d'exprimer clairement que quand on rentre dans un métier, on pourra évoluer dans la carrière, que l'on soit un homme ou une femme. Moi, je veux demain voir des femmes patronnes de frégates. Je veux être en capacité de voir encore plus de femmes dans nos grandes courses au large. Et plus nous nous habituerons à cela, plus ce sera une évidence que les jeunes femmes pourront choisir ces métiers sans se dire qu'elles sont des fricheuses. Bien entendu, en ce moment, il y a un peu ce côté-là. Mais quand même, on progresse, on avance, et il y a encore beaucoup de combats à mener, et vous devez les mener avec toutes celles et ceux qui chérissent la mer et chérissent l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Vous avez vu, nous avons, Monsieur le Président, des jeunes qui sont extrêmement actifs et on les remercie. Moi, j'ai une question pour cette dernière partie, ces deux dernières parties. J'aimerais qu'on parle énergie marine et décarbonation. Le parc éolien de Saint-Brieuc est opérationnel depuis mai 2024, 62 éoliennes. On me dit que 10 000 visiteurs ont visité ce parc. C'est une réussite bretonne. C'est une réussite bretonne qui a nécessité du courage et de l'engagement. Encore une fois, je le disais au tout début de cette émission, moi je suis né en Côte-d'Armor, et d'assumer de poser des éoliennes au large des Côtes-d'Armor était un choix qu'il a fallu prendre en conscience. On ne peut pas mettre la Bretagne sous cloche. On aime cette Bretagne, on aime ses côtes, on aime ses paysages, mais on ne peut pas se passer des énergies marines renouvelables. C'est une chance pour la souveraineté du pays, pour remplacer encore une fois le fossile, et tant qu'il y aura des milliards d'euros de fossiles importés, nous aurons raison de développer des énergies renouvelables. C'est une chance pour la Bretagne parce que ça crée une filière d'emploi en mer pour entretenir ce parc, une filière d'emploi sur terre. Et puis enfin, ça nous rend fiers de produire nous-mêmes de l'énergie parce que la Bretagne est très dépendante du reste du continent. Donc nous avons assumé cela contre vents et marées, on peut le dire, face à différents gouvernements, face à des tensions que nous avons vécues avec les riverains, face à des tensions que nous avons vécues avec des associations qui étaient contre le fait de poser ce parc, et puis avec des tensions par moments avec les pêcheurs. Et sur ce point-là, il est important d'entendre qu'il y a eu un accord en 2010-2012 pour poser ce parc, mais que l'État a mis tellement de temps à le faire que quand les travaux ont commencé en 2020-2021, on s'est retrouvé avec des pêcheurs qui n'étaient plus les mêmes que ceux qui avaient donné un accord 10 ans avant. Et il a fallu tenir au nom de l'accord de l'époque, avec une promesse que nous avions faite et qu'aujourd'hui on voit de nos yeux, c'est que nous allions rouvrir le parc à la pêche. Et aujourd'hui, on peut pêcher dans le parc, notamment parce que nous avions exigé que les éoliennes aient 1 kilomètre de distance les unes entre les autres. Alors ça prend plus de place sur la mer, ça se voit un peu plus, mais ça permet aux pêcheurs de pêcher dans le parc. Et là aussi, c'est encore une fois une fierté. Et vous avez raison, maintenant qu'il est fait, il n'y a plus de débat. Les gens qui vivent là sont plutôt heureux. 78% des Bretons défendent les énergies marines renouvelables. 78%, c'est bien loin de tout le bashing qu'on a sur les réseaux sociaux. Et les Bretons ont envie d'aller voir de près. Parce que c'est loin, c'est 14 km, ça se voit, mais c'est loin, loin, loin. Il faut avoir de bons yeux. Alors du coup, ils prennent des bateaux, ils vont voir, et vous avez raison, 2025, ça fait 10 000 personnes qui se rendent dans le parc pour se rendre compte de ces machines qui sont notre liberté. Ces machines qui tournent, elles produisent de l'énergie, qui est la liberté d'une énergie qui ne dépend pas de puissance étrangère. Moi, je suis admiratif, je vous le dis. Je savais on disait que souvent ça matche bien entre les Corses et les Bretons, c'est vrai, notamment pour ces peuples avec du caractère. Peut-être que nous, des fois, nous en avons un petit peu trop, parce qu'en tout cas, là, j'ai écouté, le discours, il est, pour moi, évidemment, en tant que représentant des élus, je trouve que le discours, il est parfait, il est intelligent, il est porté, mais justement, parce que aujourd'hui, sur mon île, si j'arrive avec mes éoliennes en mer, je me souviens de ne pas avoir réussi, avec mon prédécesseur, je n'étais qu'un de ses conseillers, à les implanter sur terre. Alors, je vous explique même pas demain l'idée d'avoir, sous les falaises de Bonifacio, d'avoir des éoliennes. Donc, je suis assez admiratif de cela. Vous avez un parc qui est à Pénavel, qui est important, qui est le premier en Europe. Donc, alors, en allant un peu plus dans le détail, comment vous avez réussi à faire accepter? Est-ce que c'est uniquement l'histoire de l'éloignement, ce qui pourrait donc me donner l'explication majeure par rapport à la difficulté qu'on aurait sur l'île, c'est que vous avez réussi à démontrer qu'en réalité c'était quand même assez loin, parce que vraiment, je le vois, aujourd'hui, même pas le sujet pourrait être abordé, et je pense que c'est pas seulement vrai en Corse, ailleurs. Donc comment les Bretons ont compris ce discours qui, pour moi, celui que vous avez porté, est celui qu'on doit porter quand on est un élu responsable? Je ne dis pas que c'est simple, et encore une fois, nous sommes en train d'avancer sur le parc de Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île-en-Mer a une charge affective très forte et il y a en ce moment des
tensions, des discussions difficiles, etc. Donc ça n'est pas simple. En 2021, lors des élections régionales, plusieurs de mes colistiers me disaient mais est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop, on abandonne, on ne fait pas le parc parce que les tensions politiques étaient considérables. Moi, je considère que c'est notre responsabilité. Et nous avons encore une fois à donner à nos enfants une énergie qui soit décarbonée, de l'eau, qui permettent de vivre au quotidien. Et nos anciens, quand ils ont construit les châteaux d'eau, ils ont apporté le progrès. C'est moche un château d'eau. En tout cas, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus beau dans nos villes. Mais c'est apporter le progrès. Si on voit nos éoliennes comme apportant le progrès, alors on est capable de trouver un chemin. Et je le redis, on est né là. On ne veut pas défigurer notre Bretagne. On en est fiers, mais on ne peut pas dépendre des autres. Et donc, il faut assumer la part. Et ce que je dis des citoyens qui m'interpellent, et ça arrive encore, c'est que l'entreprise qui a construit ces éoliennes a été obligée de mettre de l'argent sur un compte pour pouvoir les démonter dans 25 ans ou dans 30 ans. Et un des messieurs qui m'interpellait il y a quelques semaines là, avait son fils avec lui qui avait 5 ans. Et je lui disais, mais quand ton fils aura ton âge, les éoliennes auront été démontées. On ne les verra plus. Mais pendant 25 ans, ils nous auront produit de l'énergie renouvelable. Pendant 25 ans, ils nous auront produit des électrons qui viennent par la force du vent, qui façonnent la Bretagne et qui chantent la Bretagne. Donc oui, c'est difficile. Oui, on a des tensions et on a certains qui nous disent finalement le pétrole, c'est pas mal et c'est pas cher. Enfin, le pétrole, il pourrit la vie de gens à l'autre bout de la planète et on n'en a rien à carrer. Et moi, je suis de Trébordin, j'ai vu mes plages souillées par la Mococadite. Donc, il faut à un moment donné avoir conscience que nous devons faire des choix. Et oui, c'est difficile. Quand le général de Gaulle il a posé les centrales nucléaires post-guerre, il n'a pas demandé autant que ce qu'on demande aujourd'hui aux gens. Moi, je veux que la démocratie permette de le faire. Et je veux que ce soit nous qui décidions, pas Paris. Si c'est Paris qui dit « elles seront là », les Bretons le refusent. Ce qu'on a toujours dit au ministre, il faut que ce soit nous qui le décidions. Et en Bretagne, on a une conférence régionale mer et littoral où il y a les élus, il y a les pêcheurs, il y a les scientifiques, il y a les associations environnementales, il y a la marine, puisque nous sommes effectivement en Bretagne et que les militaires sont très présents. Et c'est nous qui avons décidé l'endroit où on devait poser les éoliennes. Alors, c'est jamais au bon endroit, c'est jamais assez loin, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et un élu, il assume. Moi, je suis surpris par 10 000 visiteurs depuis 2024. Voilà, Walt Disney n'a qu'à bien se tenir. Vous allez faire beaucoup de concurrence. Donc c'est dingue, non? Vraiment, c'est super. C'est magique à aller voir. Vraiment, c'est magique. Mais on va y aller. On va y aller. Non, mais ça serait vraiment super de pouvoir aller voir sur place parce que ça va être un spectacle assez merveilleux et impressionnant parce que mine de rien c'est grand. On était donc sur la partie écologique. Moi je vous propose d'y rester aussi. Lorient là en 2025, donc très récemment, a inauguré sa première station d'avitaillement hydrogène à charge lente pour ses bus. Est-ce que du coup on est sur un début de révolution pour le transport maritime également? On a l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure donc. Je le souhaite. Après, nos ingénieurs, nos techniciens, la réglementation doit nous permettre d'évoluer vers des énergies renouvelables. La problématique majeure, c'est la capacité d'avoir des réservoirs sur un bateau qui permettent de réaliser le projet auquel le bateau est destiné. Lorsqu'on emmène un filayeur ou un caseilleur et qui doit avoir de la puissance pour pouvoir faire son travail et revenir au quai, si l'ensemble des cales sont remplies d'hydrogène parce que ça prend plus de place que du gasoil, alors ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça l'un des nœuds actuels du problème. Aujourd'hui, avec 1 mètre cube de gasoil, tu fais bien plus qu'avec 1 mètre cube d'hydrogène embarqué sur le bateau. Et on ne peut pas se retrouver avec une remorque derrière pour emmener l'hydrogène. Donc ce sujet est à regarder. Et c'est pour ça que d'autres technologies sont regardées aussi. Le sujet de l'ammoniac, le sujet des gaz naturels renouvelables, le sujet des pétroles de synthèse, avec toutes les limites que cela pose. Mais il y a des technologies sur lesquelles beaucoup travaillent et il n'y aura pas une solution, il y aura des solutions. Sans oublier, sur certains bateaux, l'électrique. Sur certains bateaux, soit pendant des traversées lorsqu'elles sont courtes, pour nous, le golfe du Morbihan, soit à quai. Regardez le Saint-Malo, le nouveau bateau de la Brittany Ferries. Quand il est à quai, il est zéro émission. Ou quand il rentre dans le port même, il est zéro émission puisqu'il a des batteries à bord. Voilà, c'est tout cela qui permet, encore une fois, de se dire qu'on n'est pas condamné à nous passer de nos bateaux dans les années qui viennent.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir parlé du Saint-Malo, dont je suis la marraine. Mais oui, c'est vrai, nous étions ensemble. Absolument, un magnifique bateau avec plus de 1300 passagers à bord. Et effectivement, une première en France, une première européenne. Et on salue l'équipe de Brittany Ferries pour cette innovation de premier plan, avec son petit frère, puisque Guillaume de Normandie est né juste après, absolument. John, je pense que vous vouliez encore peut-être intervenir sur la question du photovoltaïque, non ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, mais le photovoltaïque, alors... Il faut qu'on en parle, mais surtout, là, on parlait des différentes énergies renouvelables pour, en tout cas, les ports. Donc, il y a un projet d'espace d'ancrage des énergies décarbonées dans les ports que vous souhaitez mettre en place. Donc, après, de l'hydrogène, du photovoltaïque, effectivement aussi, de l'électrification des quais. Donc, les ports bretons, aujourd'hui, peuvent-ils vraiment devenir, alors on nous dit peut-être la référence européenne, on va être un peu chauvin et cocorico, peut-être même la référence mondiale à ce niveau-là. Écoutez, nous sommes en tout cas en action pour pouvoir offrir à nos clients des énergies qui soient renouvelables et qui leur permettent de répondre à ce que leur demandent eux-mêmes leurs clients. Faire en sorte que demain, nous puissions, au port de Brest, avoir des prises à quai, bien entendu, mais aussi des prises pour les camions qui viennent chercher les conteneurs. Parce que sur un Brest-Rennes aujourd'hui, on est en capacité de faire la route en camion électrique. Nous avons aussi mis quelques millions d'euros sur la table pour rouvrir l'embranchement fer du port de Brest. Il y a des trains à Brest depuis 2 ans qui reviennent alors que pendant 20 ans, il n'y avait plus de trains. Ça, c'est un travail qui a été réalisé avec les équipes du port, de la société Brestport qui gère ce port de Brest, pour faire en sorte de donner de nouvelles perspectives à l'avenir. Et puis nous avons enfin, effectivement, à faire en sorte que nous soyons capables de produire des énergies sur les ports eux-mêmes, sur les toitures, sur certains bassins qui peuvent accueillir des énergies type panneaux solaires. C'est des sujets comme cela sur lesquels nous travaillons tous et toutes, mais c'est le début d'une aventure. Nous en avons pour de nombreuses années. Ce qui est certain, c'est qu'un port, ce n'est pas qu'un lieu où on vient s'interfacer avec la Terre, c'est un lieu qui doit fournir de l'énergie. Et si cette énergie, elle n'est pas décarbonée chez nous, alors les ports qui iront plus vite que nous récupéreront les clients, récupéreront les lignes, et à un moment donné, nous serons à la ramasse. Donc ce combat, on le mène en ce moment. Et là aussi, l'Union européenne, dans son projet, doit penser la décarbonation des ports comme un actif stratégique pour la souveraineté de l'Union dans les années qui viennent. À l'inverse, moi j'ai regardé en préparant l'émission, il y a un sujet qui m'a interpellé, c'est que vous avez à la région de Bretagne un vice-président en charge des questions de la mer et du littoral. D'ailleurs, ça me faisait penser, y compris tout à l'heure quand on en parlait, qu'il y a eu un Corse que vous connaissez, puisqu'il était le patron de la pêche française, qui s'appelle Gérard Romitier, dont c'est un peu le dada d'ailleurs en Corse, et qui essaye de convaincre votre pendant Gilles Siméone de créer justement un poste de ce type à l'Assemblée territoriale. Et c'est vrai que quand on a modestement seulement 1000 km de côte, mais qu'on est une île, on devrait peut-être avoir ce type de poste. Vous avez pu échanger avec d'autres présidents de région pour les convaincre. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui que c'est une bonne décision, qu'il faut la pérenniser et que vous la proposeriez forcément à vos collègues ? Je pense qu'il faut effectivement regarder l'océan comme un tout, et donc avoir un vice-président à l'océan, à la mer, au littoral, permet une cohérence, permet aussi une force dans un exécutif régional. Parce que si la mer, elle est saucissonnée avec la vice-présidente tourisme, le vice-président économie, le vice-président des infrastructures, le vice-président au sport, la mer, elle est nulle part. Et donc, dans nos réunions, le vice-président mer et littoral a une voix cohérente sur l'ensemble du sujet de l'océan, depuis l'économie en passant par le tourisme, sans oublier les sociétés portuaires dont nous sommes nous-mêmes propriétaires. Et ça donne une cohérence et une force. Et nous avions besoin de cela. Et je pense, quels que soient les présidents de demain, que le président qui ne mettra pas de VP, vice-président mer et littoral, sera un président qui sera interpellé très vivement par l'ensemble des acteurs. Oui, logique. Si je peux poursuivre un petit peu dans mon questionnement, je vais parler d'un sujet de l'année, là vraiment, qui est le sujet du moment pour nous, qui est, vous savez que nous militons pour la création, j'étais encore la semaine dernière avec le ministre de l'écologie, la ministre du budget, pour défendre la création d'un fonds de solidarité nationale pour faire face au réchauffement climatique et aux traits de côte. Moi, je voudrais quand même entendre le président de la région de Bretagne pour savoir comment lui, parce que là, c'est vrai que je suis encore un peu dans la méconnaissance, parce que c'est pas trop un grand sujet
sujets, même si la plaine orientale sur mon île est touchée, mais en réalité, ce sont plus aujourd'hui en Vendée, au Pays Basque ou en Bretagne, des territoires qui sont touchés par cela et pour lesquels il va y avoir des répercussions, je peux presque dire catastrophiques. Comment le président de la région Bretagne a appréhendé cette question et comment il aide les communes et intercommunalités face à ce défi? Là aussi, il faut remettre la science dans l'équation. L'opinion, c'est pas de la science. La vie politique, c'est pas de la science. Et il y a 10 ans, lorsque je suis arrivé à la région, certains disaient « mais non, mais trait de côte, no way. Il n'y a pas de problème, la Bretagne, elle est puissante, c'est de la roche, ça ira bien. » 10 ans après, nous avons des maires qui achètent des maisons pour les raser. Parce que ça coûte moins cher que de remettre du sable tous les ans, de remettre des cailloux tous les ans. C'est la réalité. Nous avons des digues qui partent à la mer que nos techniciens, nos ingénieurs nous annoncent comme inconstructibles dans les années qui viennent. On va les refaire, mais elles ne tiendront pas 5 ans, 10 ans, 20 ans. En tout cas, elles ne tiendront pas les 100 ans que les digues précédentes ont tenu. Donc il faut une stratégie, il faut une planification. Et le Conseil régional de Bretagne est fier d'avoir voté une planification sur le trait de côte. Un document voté par l'hémicycle qui permet de donner les zones à risque pour les 20 ans, 30 ans, 50 ans qui viennent, permettant de donner aux maires la légitimité d'engager un dialogue avec les citoyens. Parce qu'il va falloir reculer les campings, parce qu'il va falloir acheter des maisons et les raser, ce qui est humainement très difficile. Mais très difficile. Donc il faut maintenant parler de 2050 pour que ça devienne acceptable. Ça, c'est un travail qui doit se faire en respectant les maires parce que c'est en première ligne et en se coordonnant à l'échelle régionale parce que le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement, permet de poser des caps et des lignes guidant, encore une fois, l'action de tous. Comment vous intégrez la question du foncier? Parce qu'on a aussi une autre pression, donc entre le changement de trait de côte et puis... Voilà, on a un effet ciseau parce qu'on a besoin de foncier portuaire, on a besoin de foncier parce que des entreprises demandent du foncier portuaire. On parlait de décarbonation tout à l'heure, mais on peut parler des logisticiens, on peut parler aussi de l'industrie, parce que c'est un mot dont on a survolé, mais c'est pas un mot grossier. Et ces villes portuaires, elles ont besoin d'industrie, c'est comme ça qu'on génère de l'emploi. Ça veut dire, dans cette question du changement de trait de côte, vous intégrez aussi peut-être un peu plus largement la question du foncier pour d'autres utilités? D'abord, vous l'avez dit, l'industrie a sa place dans les ports. Et donc avec les maires, nous devons toujours être vigilants à ne pas tertiariser nos ports. C'est un combat, hein. C'est aussi dangereux que la montée de la mer. Et après, il faut faire en sorte que le foncier ne soit pas accaparé par des capitaux privés. Il faut que ça reste propriété de la collectivité, avec des droits à construire, des droits réels, des baux qui permettent aux acteurs de réaliser leurs projets. Et une usine, la plus complexe qui soit, elle peut se poser sur un port avec des contrats longs, mais le foncier reste la propriété de la collectivité. C'est indispensable. Sinon, à un moment donné, on n'y arrive pas. Y compris d'ailleurs sur les plus petits ports, où de temps en temps, on est tenté parce que l'industriel vient nous voir et dit « Allez, banco, je fais et je remplace la collectivité ». Donc c'est un combat qui doit se mener en étant stratège dans les acquisitions qui se mènent encore, y compris pour délocaliser l'entreprise quand la mer monte, ou pour proposer des terrains ailleurs dans les terres avec les communautés de communes, quand des entreprises sont sur les ports et qu'elles n'ont pas vocation à être sur les ports. Il faut que sur les ports, on garde les emplois dédiés à la mer. Alors on a toujours des entreprises qui disent « oui, mais ce serait tellement merveilleux d'avoir le bureau avec la vue, etc. » Oui, c'est vrai, mais l'océan, il est pour tout le monde. Par contre, le port, il est pour les industries et les emplois dépendants de la mer. Si on pose ça dans nos PLU pour les maires, dans nos SRADET pour les régions, dans nos caps communs, et qu'on le tient tous bien les coudes là-dessus, alors on a un avenir. Sinon, on aura plus fort que nous. L'argent privé, en ce moment, est bien plus fort que l'argent public. Mais la volonté des élus, et notamment des Corses et des Bretons, nous permet de donner des caps et de les tenir. En tout cas, on va essayer. Il me revient, je crois, la chance de pouvoir conclure cette émission. J'ai une dernière petite question, mais qui n'est pas des moindres. Au président de la région Bretagne, si je lui disais d'ici 2027, il faut une mesure phare, une mesure urgente et indispensable pour le maritime français, il me dirait quoi? Il dirait sur quelle thématique et sur quelle mesure? Choisir une thématique est difficile, mais il est clair que le sujet de la pêche est très urgent. Et que là, on est dans le money time. Donc il faut absolument que le gouvernement, le président de la République, les parlementaires européens aient conscience qu'ils sont dans un moment où s'ils ne s'occupent que du militaire, que des satellites, que des médicaments et que de l'énergie, ils effaceront l'identité de la France par la suppression de la pêche. Là, le temps est compté et c'est maintenant que ça se décide.
Merci. Alors pour conclure, tout d'abord, je voudrais quand même nous rappeler autour de cette table que le maritime, avec le tourisme littoral, savez-vous combien de voix ça représente pour des élections, ou en tout cas des élections présidentielles? Bien, on a fait le calcul. On a fait le calcul et on est entre 2,5 et 3 millions de voix, puisqu'en fait, entre les emplois directs dont on vient de parler et les effets multiplicateurs, eh bien, nous arrivons à ces réserves de voix. Donc, nous comptons. Et puis, j'ai lu récemment, d'ailleurs, dans un très bel article du Monde, que 40% des emplois en France étaient issus du milieu marin. Donc, vous voyez, la France est effectivement notre colonne vertébrale. Je voudrais vraiment remercier Monsieur le Président de la région Bretagne et vous dire que, ô combien nous sommes heureux, puisque vous nous accueillez. 3 villes de la Bretagne nous accueillent. Et la première, c'est Lorient, absolument, le 11 février. On a ensuite Brest le 9 juillet et Saint-Malo le 8 septembre, puisque, vous savez, le cluster maritime français fête ses 20 ans. Donc, nous allons vous rencontrer, prendre du temps avec vous, avec chacune des villes portuaires. Et je voudrais vraiment remercier la région Bretagne. Et je vous laisse le mot de la fin pour saluer cette initiative commune, puisque, évidemment, vous nous soutenez avec beaucoup d'énergie et en mettant, je dirais, à disposition le fait de pouvoir voir cette mer, ces éoliennes et ces pêcheurs dont on parle. Mais encore une fois, l'organisation que vous présidez est indispensable pour qu'on se parle et qu'on se coordonne. Nous avons besoin, dans l'ensemble de nos métiers, qui sont très divers, depuis les chefs d'entreprise aux élus, en passant par les salariés que nous représentons, de fixer des caps et de les tenir. Et donc, il faut des lieux de débat, des lieux de confrontation d'idées, et ensuite, une personne, la présidente, qui incarne cela et qui peut aller porter la parole auprès du gouvernement. Donc, de vous accueillir en Bretagne, c'est forcément une fête, c'est forcément un plaisir, et vous êtes forcément chez vous. Merci messieurs, et à très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.